L'habitus que nous abordons maintenant, c'est l'acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur, l'acceptation du droit à la réussite au bonheur. C'est l'avant-dernier à droite de l'arbre. Cet habitus-là, il m'est particulièrement cher, si je puis dire, parce que, pour tout vous avouer, mais surtout ne le répétez pas, j'ai un problème personnel avec l'acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur. C'est pas vraiment celui sur lequel je suis le plus vert. Je suis même pas jaune ou orange, je suis carrément rouge. Mais surtout, ne le répétez pas. L'exemple que je voudrais partager avec vous, lié à ce rapport au droit à l'échec ou à l'erreur, c'est celui d'un jeune homme avec qui j'ai eu l'occasion de travailler et qui était le directeur dans une grande entreprise, il dirigeait toute une équipe de salariés, de collaborateurs. Et quand il a vu l'arbre de confiance, quand on lui a fait même son baromètre de confiance, il s'est rendu compte qu'il avait un souci avec le droit à l'échec ou à l'erreur. Et il m'a expliqué la chose suivante. Il m'a dit: mais en fait, moi, j'ai le symptôme du bon élève, le symptôme du bon élève. Et je lui demandais: mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il m'a dit: vous comprenez, quand j'étais enfant, j'étais toujours le premier de la classe. Et pour peu que j'aie une note un peu moins bonne, mes parents me tapaient sur les doigts, mes enseignants me tapaient sur les doigts. Résultat, j'ai continué comme ça à être toujours en quête d'être le premier. Et aujourd'hui, j'ai des fonctions de responsabilité dans mon entreprise, ça me poursuit. Et il m'a ajouté la chose suivante. Il m'a dit: pourtant, moi, avec mon équipe, mes collaborateurs, je les encourage à prendre des risques, à faire preuve d'initiative, quitte à se tromper, quitte à ce qu'ils commettent des erreurs. Mais le problème, c'est qu'il me voit, moi, me comporter avec moi-même. Il voit bien que je ne supporte pas le fait de me tromper, de commettre une erreur. Je me tape sur les doigts, entre guillemets, dès que je commets une erreur. Et ça, ils le voient, ils le sentent. Résultat des courses, ils se disent: mais il nous dit, notre boss, là, notre chef, il nous encourage à prendre des risques, mais lui-même, dès qu'il commet une erreur, il ne le supporte pas. Et donc, quelque part, dans la complémentarité, dans l'effet de cause à effet entre les habitus de l'arbre, quelque part, entre ce qu'il nous dit et ce qu'il pratique, ou ce qu'il s'applique à lui-même, il n'y a pas vraiment de cohérence. Donc ça pose un problème. Si dans nos belles sociétés, on a un tel problème avec le droit à l'échec ou à l'erreur, l'école y est souvent pour beaucoup. C'est souvent à l'école que la difficulté à gérer le droit à l'échec ou à l'erreur démarre, parce que malheureusement, on a tendance bien souvent à culpabiliser les élèves, à rechercher en fait la faute. D'ailleurs, les mots ont un sens. Le mot « faire une faute », c'est quand même un mot lourd de sens. Et ça peut vous marquer pour longtemps. Le symptôme typique d'une culture dans laquelle le droit à l'échec ou à l'erreur n'est pas favorisé, c'est lorsque dans une équipe, que ce soit dans une entreprise, dans une association ou n'importe où ailleurs, les membres de l'équipe ne vont pas oser exprimer à leur chef les problèmes, les difficultés, les erreurs qu'ils ont éventuellement pu commettre. Ils ne vont remonter que les bonnes informations, que ce qui va bien, en fait. Résultat, le chef, il a l'impression que tout va bien, et il va lui-même expliquer à son surchef que ne vous inquiétez pas, monsieur ou madame, il n'y a pas de problème, dans mon équipe tout va bien, on n'a aucun problème. Et résultat, ça va remonter comme ça jusqu'au grand patron, jusqu'au ministre, jusqu'au président de la République, bref, qui a l'impression que tout va bien. Et jusqu'à ce que quelques semaines ou quelques mois après, patatras, il y a un énorme problème qui survient, parce que le problème n'avait pas été géré au départ et que personne n'a remonté l'information jusqu'au top de la hiérarchie. Et ça, c'est malheureusement extrêmement fréquent. Alors, il y a un cas que je voudrais partager avec vous, c'est mon cas personnel, en fait. Ce qui est assez étonnant, c'est que je vous l'ai dit, un problème avec mon rapport au droit à l'échec ou à l'erreur, qui est vraiment très difficile. Et pourtant, si je regarde mon histoire familiale, j'ai des parents qui sont très bienveillants, qui ne m'ont pas mis une pression terrible, qui ne m'ont pas culpabilisé, qui ne m'ont pas puni à chaque fois que je commettais une erreur, etc. Malgré tout, j'ai ce problème de droit à l'erreur. Et si je dois analyser ça, personnellement, mais c'est probablement vrai pour un certain nombre d'entre vous, c'est par l'image que je me faisais de mes parents, et notamment de mon père,
qui a occupé des fonctions importantes dans une grande entreprise et qui a eu une très jolie carrière, une très belle carrière professionnelle. Et je pense que dans mon esprit, je me suis probablement dit que je voulais lui ressembler, être au moins aussi bien que lui, aussi bon que lui, voire peut-être meilleur, et que donc, dès lors que je me retrouvais à commettre des erreurs, à être confronté à des échecs, peut-être que je le vivais très très mal, parce que j'avais cette image du père quelque part que j'avais au-dessus de la tête. Et pourtant, mon père a toujours été d'une grande gentillesse, d'une grande bienveillance, d'une grande modestie. Il ne m'a jamais fait peser comme ça cette image de « Ah, mon fils, regarde un peu qui je suis », etc. Il n'a jamais eu cette attitude-là. Et bien pourtant, je me suis fait probablement cette personnalité, ce rapport au droit à l'échec ou à l'erreur difficile, malgré tout. Une illustration vraiment intéressante, je trouve, et assez frappante, de la capacité qu'on peut avoir, y compris à un niveau institutionnel, de reconnaître l'erreur, et des erreurs, là, vous allez le voir, dans le cas que je vais vous évoquer, particulièrement terribles et dramatiques. Eh bien, c'est un exemple qui vient de la police allemande, imaginez-vous. L'exemple est le suivant. J'ai beaucoup travaillé avec la police nationale française et une personne qui a eu des fonctions importantes dans la police nationale était allée chez ses collègues en Allemagne, dans l'école qui forme les hauts fonctionnaires de la police allemande. Et ce qu'elle m'a raconté, ce qui l'avait beaucoup frappé, c'est que le directeur de cette école, lorsqu'il avait des visiteurs, les amenait tous dans une pièce dans laquelle il y avait sur les murs des lettres de dénonciation par des nazis, par des Allemands soutiens de Hitler, des dénonciations de juifs qui avaient été envoyées par ces citoyens allemands à la police allemande, et donc il y avait condamné finalement des juifs. Eh bien, cette police allemande, aujourd'hui, montrait à tous les visiteurs étrangers qui venaient ce que leurs prédécesseurs avaient pu faire au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ce n'est pas là un signe d'une grande capacité à reconnaître ses erreurs pour mieux tourner la page? L'une des principales croyances qui conduisent quelqu'un à ne pas accepter son droit à l'erreur ou à l'échec et à ne pas l'accepter chez les autres, c'est cette idée que je suis chef, j'ai des responsabilités, donc je ne peux pas me tromper. On attend de moi que j'ai toujours raison et que je sache toujours ce que je fais sans me tromper, sans erreur. Et bien cette croyance-là, elle est fausse, elle est vraiment erronée, mais elle est malheureusement très 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 fréquente. L'un des meilleurs exemples de manière de gérer ou de dépasser ce problème de rapport à l'échec ou à l'erreur est exprimé et est illustré par un homme formidable qui s'appelle Vinit Nayar. Vinit Nayar, c'est un dirigeant d'entreprise indien qui a été à la tête d'une très grande entreprise pendant un certain nombre d'années et qui a écrit un livre tout à fait passionnant qui s'appelle « Les employés d'abord, les clients ensuite », et dans lequel, dans ce livre, il raconte son expérience de manager d'une très grosse entreprise indienne. Et ce qui est très frappant, c'est que ce qu'il décrit montre à quel point il a su insuffler une culture de confiance dans son entreprise, mais que ça n'a pas été une partie facile, parce que son entreprise est très hiérarchisée, comme beaucoup d'autres entreprises dans le monde. Et le moment le plus important de ce qu'il décrit, c'est le moment où il a établi sur le site internet interne, le site interne de son entreprise, qui comptait 80 000 salariés, imaginez-vous, répartis dans le monde entier, il a mis en place une sorte de messagerie interne qu'il a intitulée « My Problems », mes problèmes. Et dans ce blog, quelque part, eh bien, il intervenait régulièrement en disant à tous ses collaborateurs, parce que tous avaient accès à cette messagerie, à cette sorte de Internet interne à l'entreprise, il leur disait « Ah, mes amis, écoutez, là aujourd'hui je suis avec tel ou tel de nos clients et je me suis confronté à un problème que je n'ai pas su résoudre. J'ai été mal à l'aise, j'ai pas bien répondu à une question, on a perdu peut-être ce client même, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider, vous, mes collaborateurs ?» Et les collaborateurs se sont dit
ça a eu un impact psychologique très fort sur eux. Ils se sont dit, mais si notre grand patron, notre grand chef à tous, est capable de faire preuve d'humilité, de reconnaître qu'il s'est trompé ou qu'il a été mis en difficulté par un de nos clients, eh ben, il nous demande ce conseil, d'abord on va lui répondre. Et donc, tout à coup, il y a eu des tas de messages qui sont remontés, des initiatives, des idées créatives que les collaborateurs pouvaient avoir et que le patron lui-même n'avait pas forcément en tête, parce qu'encore une fois, il n'était pas omniscient. Et le deuxième effet induit très intéressant, c'est que tout à coup, les managers à tous les niveaux se sont dit, mais si le grand chef est capable de reconnaître devant tout le monde qu'il est mis en difficulté, qu'il peut, comme tout être humain, être confronté à des problèmes et ne pas savoir comment les résoudre, eh ben, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de faire pareil? Et de reconnaître à nos collaborateurs, à nos collègues, à nos propres chefs, chacun à notre niveau, qu'on est faillible et qu'on peut se tromper. L'erreur est humaine. Ça a tout changé et ça a créé une dynamique formidable dans son entreprise. Et encore une fois, je vous recommande vivement la lecture de ce livre qui est remarquable. L'exemple typique, ou plutôt le contre-exemple de ce qu'il faut faire si on veut favoriser une culture du droit à l'erreur, eh bien, c'est d'insuffler dans son entreprise ou dans son institution, son administration, la recherche de la faute individuelle. Et si je le dis, c'est que ça existe dans des textes, dans des circulaires, dans des règlements intérieurs de certaines institutions entreprises. Eh bien, il est assez clairement exprimé qu'en fait, on va rechercher le fautif individuel dès lors qu'il y a un problème qui se produit. Eh bien, qu'est-ce que ça produit, ça, comme résultat? Eh bien, ça va faire que les gens vont être tétanisés, ne voudront prendre aucune initiative, de peur de se faire taper sur les doigts, voire pire. Ils vont rejeter la faute sur les autres, donc il n'y aura aucun esprit de co-responsabilité, comme on peut le voir dans l'arbre. Ça fait qu'ils vont rejeter la faute sur l'autre. Ça va être ce qu'on appelle le syndrome de la patate chaude. Ah ben non, chef, c'est pas moi qui suis la cause du problème, c'est le voisin d'à côté, c'est celui du bureau d'à côté qui est la source de l'erreur. C'est pas moi, j'y suis pour rien. Donc typiquement, ce type de recherche de fautif individuel, c'est pour moi une très mauvaise idée si on veut vraiment générer une culture et des pratiques de confiance. Parce qu'en plus de tout, les gens non contents d'aller accuser les autres, ils vont même tricher, ils vont cacher leurs fautes, ils vont éventuellement les dissimuler, ils vont modifier des chiffres, des résultats pour être à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Enfin bref, ça crée tout un tas d'effets secondaires, entre guillemets, qui sont absolument catastrophiques. Et ce que je dis là, croyez-moi, ça arrive très très fréquemment. Un exemple très intéressant qui démontre à quel point des institutions ont pris le taureau par les cornes, si je puis dire, pour libérer les choses et favoriser cette acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur, eh bien, ce sont les pilotes d'essai, les armées de l'air, dans un certain nombre de pays, qui ont pris carrément une décision tout à fait incroyable, qui a été de statutairement, réglementairement, préciser qu'un pilote d'avion de chasse, donc des avions qui coûtent des dizaines de millions, des fortunes, un pilote qui va planter son avion ne peut pas être sanctionné, ne peut pas être viré, ne peut pas être pénalisé. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils sanctionnaient leurs pilotes, eh bien ceux-ci n'expliqueraient pas, ne seraient pas honnêtes dans le feedback qu'ils donneraient, si tant est qu'ils soient encore en vie, après un accident d'avion, ne donneraient pas un feedback honnête de ce qui s'est vraiment passé. Et est-ce qu'ils ont commis une erreur de pilotage? Ça peut arriver, même s'ils sont très bien préparés. Et donc, s'ils voulaient avoir ce qu'on appelle un rétex, un retour d'expérience fiable, il était essentiel qu'ils déculpabilisent, qu'ils dédouanent finalement les pilotes pour être sûr qu'effectivement ils expriment le fond de leur pensée. Et ça, c'est très important, parce que si on peut le faire, ça, si des armées font ça pour des avions qui coûtent effectivement des fortunes, eh ben, on peut se dire que c'est peut-être aussi possible d'avoir ce même genre de politique pour des produits, des services, etc., dont l'enjeu n'est pas forcément sur des sommes pareilles. Ça doit être possible.